Et bah nous voilà repartis pour une toute nouvelle vidéo lecture manga. Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Dans cette toute nouvelle vidéo, comme son nom l'indique, on va tout simplement revenir sur mes dernières lectures manga, qu'est-ce que j'ai pensé justement des derniers titres que j'ai lus, et je vais vous partager mon avis là-dessus. Il y a beaucoup de licences et beaucoup de gros titres à vous présenter aujourd'hui, mais je vous en parle juste après le générique. Comme toujours, avant d'aller plus loin dans la vidéo, si vous aimez ce que je fais, ce que je propose, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est la meilleure des façons pour justement vous m'apporter votre soutien. Et vous avez également la possibilité de lâcher les pouces bleus. Plus il y aura de pouces bleus, plus la vidéo sera mise en avant sur YouTube. Bref, comme toujours, vous avez l'habitude, ces vidéos sont assez longues, donc on va aller droit au but ensemble. Et on va commencer d'emblée de jeu avec du très lourd, avec Demon Slayer et son tome 17. C'est un tome qui, je pense, m'a mis une claque et c'est un tome qui va me contraindre à donner des excuses, à apporter des excuses à un personnage qui est le personnage de Zenitsu. En effet, je critiquais beaucoup le personnage en fait depuis son apparition dans Demon Slayer. J'ai toujours trouvé que le personnage avait un côté très agaçant, donc je l'avais un peu critiqué, on va dire, dans mes reviews précédentes. Car oui, avec ce nouveau volume de Demon Slayer, c'est sûrement un des points, on va dire, les plus marquants, les plus choquants, j'ai envie de dire, les plus surprenants. C'est qu'on a le droit du grand Zenitsu comme on l'a jamais vu. Un Zenitsu hyper badass, sérieux et puissant. Bon, c'est vrai qu'au vu du déroulé de l'œuvre, à aucun moment j'avais douté de la puissance du personnage. Je pense que sur le papier, c'était sûrement Zenitsu, un des personnages les plus puissants de toute l'œuvre, de tout Demon Slayer. Mais là, dans ce tome, le personnage le prouve de la meilleure des façons. Le seul truc que j'ai regretté par rapport à tout ça, c'est que Koyoharu Gotoge attende seulement le tome 17, donc à 5-6 tomes de la fin seulement, pour nous donner un Zenitsu aussi badass, aussi puissant, aussi classe. Espérons quand même que le personnage va garder cette personnalité jusqu'à la fin de l'œuvre. Perso, j'ai pas lu les scans, mais pour moi, c'était un très bon point de l'œuvre. C'est un tome qui est également riche en action de A à Z, donc c'est-à-dire de la première à la dernière page, vous êtes plongé dans l'action. Les fins d'action, franchement, vous en aurez pour votre argent, parce que le tome il est vraiment sans temps mort et limite à couper le souffle. En plus, dans le tome, il y a des dénouements, on va dire, un peu dramatiques. C'est-à-dire que dans ce tome, on a le droit à l'issue de certains combats, certains affrontements, et malheureusement, l'issue est pas forcément celle qu'on pensait. Qui, pour le coup, en termes de scénario, est un excellent point pour le récit de Koyoharu Gotoge, mais un peu moins bien pour les lecteurs. En plus, cerise sur le gâteau, ce tome, il nous amorce le début d'un affrontement qu'on attendait depuis très longtemps, je vais pas en dire plus, mais ceux qui ont vu le film Demon Slayer, Demon Train, vous savez de quoi je parle. Donc, il y a un gros affrontement qui débarque enfin, qu'on attend enfin, et perso, j'attends vraiment le tome 18 pour en savoir plus. Bref, encore une fois, un tome sans temps mort qui devrait absolument ravir les fans de Demon Slayer, donc qui fait tout simplement que c'est un incontournable. Ensuite, on va parler de deux titres qui parlent de football. Bon, je vais passer rapidement là-dessus parce que malheureusement, j'en ai déjà parlé dans une vidéo qui a pas bien marché, il n'y a pas beaucoup de monde qui l'a vu, c'est dommage. Mais on va tout simplement parler de Aoashi, que j'ai reçu des éditions Mangatsu. C'est un manga vraiment qui m'a, on va dire, qui m'a surpris par son côté très réaliste, que ce soit au niveau des dessins, des actions, de son scénario très terre à terre. C'est un manga que j'ai vraiment adoré, que je vous recommande à 200%. Je vais pas répéter ce que j'ai déjà dit dans ma review, je vous mets tout simplement le lien de ma review du manga en description. Et c'est exactement la même chose pour Blue Lock. Alors Blue Lock dans un autre registre parce que c'est, on va dire, un manga qui est totalement l'inverse de ce qu'est Awashi. C'est un manga qui n'est pas réaliste, un manga plutôt, on va dire, fantastique entre guillemets, mais qui a une approche très intéressante du football. De toute façon, je vous parlais du Weekly Shonen Magazine, c'est une des stars de ce magazine actuellement. Mais bien que le manga parle de football dans un autre registre, il n'en reste pas moins excellent. Et pareil, je vous en fais une review là-dessus, donc n'hésitez pas à aller la voir. Il y a encore une fois le lien dans la description. Mais vraiment, franchement, je pense que c'est un incontournable de cet été. Bref, si vous aimez le foot et vous voulez encore une fois vous réconforter de la défaite de l'équipe de France, voilà, vous avez Aoashi et vous avez Blue Lock pour vous réconforter. Bon, et bah comme ma caméra a coupé, je recommence. C'est dommage, c'est dommage. Bref, je vais vous parler de Hitman, les coulisses du manga, tome 5, qui est pour moi toujours un des mangas du moment, surtout si vous êtes fan, on va dire, de tout ce qui est création de manga, édition de manga et tout ce que ça entraîne derrière. L'avantage, c'est qu'à chaque tome, on découvre à chaque fois, on va dire, les coulisses du manga, comment ça marche, comment ça fonctionne par rapport à l'envers du décor. Tout mêlé à chaque fois à une histoire que je trouve simple, mais vraiment, on va dire, bien menée. Dans ce nouveau volume, comme toujours, en fait, Kujiso va se taper le délire en fait d'être un peu méta, on va dire, dans son œuvre. Donc c'est-à-dire qu'à un moment, Kujiso va être directement évoqué dans l'œuvre. Le tome va également se taper un truc assez méta mais très intéressant que j'ai adoré, c'est que en fait, voilà, je vais pas vous spoiler, mais en fait, dès la première page, dès que tout, en fait, la première page, le sommaire, il fait partie intégrante du premier chapitre du volume. C'est un truc un peu con, mais je trouve que l'idée était vraiment géniale, c'était plutôt bien vu. La grosse thématique de ce nouveau volume, c'est un truc que j'ai trouvé très pertinent et intéressant, c'est tout simplement, en fait, on va dire, la critique, l'impact tout simplement de la critique sur le psychologique et le psychique d'un auteur. Parce que malheureusement, à l'heure des réseaux sociaux, il y a plein de cons, ouais, je pense qu'on peut les appeler comme ça, qui souvent se permettent d'insulter des mangakas en direct, les critiquer, dire des saloperies sur eux. Et malheureusement, tous ces cons, malheureusement pour eux, en fait, ils n'ont pas la jugeote de se dire qu'en fait, tout ce qu'ils disent,
toutes les saloperies qui crachent, ça a un impact sur les créateurs et ce genre de choses. Et ce tome, ce qui est intéressant, c'est que pour ces personnes qui malheureusement n'ont pas conscience de ça, et ben ça nous montre en fait, on va dire, l'aspect négatif là-dessus. Par rapport justement aux répercussions que ça a sur ces personnes, quitte à vouloir limite abandonner leurs œuvres et arrêter le métier de mangaka. Bien heureusement, ce que j'ai bien aimé par rapport à ce tome, c'est qu'en fait on ne montre pas que la négativité, on nous montre également l'opposé, donc c'est-à-dire l'amour des fans, donc l'importance de l'amour des fans par rapport à un artiste, par rapport à un mangaka, et que ça peut littéralement porter un auteur et une œuvre. Ce qui est intéressant, c'est que ce nouveau tome prend également le temps de développer le personnage de Tsubasa, qui était un personnage pas assez exploité à mon goût, mais ça y est, enfin on développe un peu, on va dire, sa relation avec son père dans ce volume, la relation qu'elle avait avec les assistants de son père bien entendu, ses rêves, ses ambitions, on en découvre un peu plus sur elle, sur son enfance, mais également sur ses qualités de mangaka. Bref, Hitman, c'est toujours un excellent divertissement, en plus ça a toujours ce côté très pédagogique, ça t'apprend des choses, donc si vous êtes fan de manga, c'est à ne pas louper. Cette fois on va parler du très attendu, du tant attendu grand retour de Death Note en librairie. Enfin, je dis grand retour, mais bon, ça fait déjà quelques semaines que c'est sorti. Donc pour ceux qui se posent la question, Death Note Side Story, c'est tout simplement en fait un regroupement de petites histoires courtes, soit liées directement, soit indirectement, soit pas liées du tout. Et la force et l'atout majeur pour moi de ce volume, en fait, c'est qu'il regroupe en fait deux one-shots très intéressants qui se font suite et qui font office direct également de suite pour l'histoire de Death Note. Et ces deux one-shots, c'est premièrement le premier one-shot qui est sorti en fait en 2008 et le one-shot qui est sorti en 2019 ou 2020, je sais plus trop, non 2020 je crois, où je vous en avais d'ailleurs fait une review sur la chaîne. Donc ce fameux chapitre qui avait été publié dans le Jump Square. Et ce qui est vraiment très intéressant, et ces deux chapitres sont pour moi les plus passionnants on va dire du volume, même si les autres sont bons et très divertissants, c'est parce que ces deux chapitres ils font tout simplement office de suite par rapport aux aventures de Light Yagami. Et ce qu'il y a de très intéressant également, c'est qu'en fait l'ombre de Light Yagami est présente en fait sur ces deux chapitres. Donc Light Yagami n'est pas présent physiquement, on sent vraiment toutes les répercussions en fait des actions qu'il a menées, et il est régulièrement évoqué dans ces deux chapitres. Pour moi ces deux chapitres également exploitent à merveille le potentiel, ou en tout cas l'idée que je me fais du potentiel de Death Note, c'est-à-dire une succession de chapitres et de petites histoires, tous un peu interconnectés entre elles, avec différents possesseurs du Death Note, que ça soit Ryuk derrière ou un autre Shinigami. Mais pour moi dans l'idée, voilà, c'est toujours été l'idée que je me suis fait de Death Note, en tout cas l'idée que j'ai du futur de la licence. Et au final ce tome nous montre finalement que en fait cette idée est une très bonne idée qui permet d'avoir une suite cohérente mais pas trop lourde par rapport à l'œuvre originale. Et ce tout simplement parce qu'en fait chaque possesseur d'un Death Note a une histoire qui lui est totalement différente, parce qu'à chaque fois ça dépend tout simplement du psychologique du possesseur, de sa personnalité, etc. Ce qui est intéressant également dans ce volume, c'est qu'on nous montre qu'en fait utiliser un Death Note ça a toujours des répercussions sur son utilisateur, qu'il en fasse on va dire un usage pacifiste entre guillemets, ou un usage plus brutal, plus violent. Le one shot que j'ai le plus apprécié, c'est le one shot Akira, pas confondre avec le manga Akira. Oui, je sais, la vanne était facile. Et ce pour plusieurs choses. Donc premièrement, c'est que dans ce récit, tu sens que le temps a passé pour nos personnages, que ce soit physiquement, mentalement, ou par rapport au quotidien et tout ce qui s'est passé. Et par rapport au héros du manga, qui est d'ailleurs sur la couverture, qui est intelligent, qui est charismatique, mais qui pourtant est totalement différent de Light Yagami, et c'est tant mieux. Et ce qui est vraiment fort, c'est que le personnage va même arriver à mettre en échec elle en tant que Nier, enfin plutôt l'inverse, Nier en tant que elle, qui en dit long sur la psychologie du personnage. Et en plus dans ce chapitre, l'utilisation du Death Note est vraiment très intelligente, mais je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir tout ça. Et dans le reste du tome, il y a d'autres histoires très intéressantes. Donc il y a notamment une histoire sur Watari, il y a le pilote en fait de Death Note qui était déjà présent dans le tome 13, donc le tome qui faisait office de guidebook on va dire à la série. Le truc qui est moins intéressant par rapport au contenu, c'est tout simplement en fait des histoires en 4 cases qui sont sympathiques et agréables à lire parce que ça reste du Death Note, mais qui franchement n'ont pas grand intérêt. En tout cas, si comme moi vous êtes fan de Death Note, ça je vous le dirais, c'est un incontournable. Et dernier point là-dessus, Kana a eu en fait l'intelligence de présenter on va dire une jaquette qui est totalement raccord avec les précédents tomes de Death Note de leur édition normale, ce qui fait que tu peux ranger ton tome à côté des 12 premiers volumes de Death Note avec le 13 plus celui-ci, et ce qui fait que graphiquement parlant sur ta bibliothèque c'est cohérent. C'est un petit point, c'est un petit détail, mais ça fait plaisir, donc merci Kana. Parlons du manga du Weekly Shonen Jump Mission Yozakura Family. C'est un tome où dans un premier temps le personnage de Mutsumi, donc en tout cas son sauvetage, se termine enfin. On sait clair qu'elle allait dérouler un peu plus longtemps, mais au final pas du tout. Je dois avouer que la lecture de ce tome 2 m'a surprise, mais vraiment dans le bon sens, mais je m'attendais pas à ça, parce que contrairement à ce que pouvait laisser présager on va dire le tome précédent, finalement ce tome là c'est un tome on va dire de développement total. Finalement on a un enchaînement de petites histoires servant à développer chaque membre de la famille Yozakura, et donc ils vont pas prendre le temps de tous les développer, mais en tout cas beaucoup de membres de la famille vont être développés, et en fait chaque chapitre va être divisé en fait avec une histoire liée avec un de ces membres de la famille, et donc au final le récit prend son temps, chose rare pour les mangas on va dire modernes issus du Weekly Shonen Jump, mais ce qui finalement est pour moi un très bon point parce que c'est un manga qui sait prendre son temps et ça fait plaisir. Et c'est doublement une bonne idée parce qu'en fait ça laisse tout simplement au lecteur le temps de
s'accoutumer, on va dire, à l'univers de Mission Yazaku Family, s'habituer au personnage, s'attacher au personnage, ce qui est plutôt intelligent parce que si dans le futur il se passe des choses assez graves par rapport à l'œuvre et par rapport à certains personnages, admettons des personnages qui meurent, etc., et ben le lecteur on n'aura pas rien à foutre. On tendance à oublier en fait les mangas, on va dire, modernes qui essayent d'aller droit au but, donc là-dessus je vais pas bouder mon plaisir. Ce qui m'a surpris également, c'est que dans ce tome il se dégage une ambiance très, on va dire, comique, très légère. Là où je m'attendais à un peu plus d'action, mais au final il y a quand même de l'action dans ce volume, et en fait on va dire que les scènes légères avec humour et comique mélangées aux scènes d'action, ça donne une ambiance assez classe à l'œuvre, assez détente, et finalement bah, ça donne beaucoup de charme à la série, mine de rien. Donc au final c'est un tome très plaisant à lire. Encore une fois, on sent vraiment qu'il y a encore beaucoup de potentiel dans la série, beaucoup de potentiel caché, et je pense qu'une fois que l'auteur aura fini de mettre sa mise en place, on va dire, de son histoire, ce qui devrait prendre 3-4 tomes s'il continue comme il est parti, normalement l'histoire va prendre une toute autre tournure par la suite. En tout cas j'espère pas me tromper là-dessus. On va quand même parler d'un de mes autres chouchous, donc il s'agit de The Quintessential Quintuplesse Gotobu no Hanayome et son 9e volume. Et ce qui est intéressant avec ce volume et ce manga de façon générale, c'est que quand tu penses que Negi Aruba, donc le mangaka, il a fini de te mener en bâton en tant que lecteur, finalement le bonhomme il remet toujours le couvert, parce que bien qu'il soit à l'origine et aux commandes en fait d'une comédie romantique, qui souvent en fait une comédie romantique c'est un manga quand même calibré avec des certains standards, des certains codes, etc. Des certains codes, pas bien français ça, mais bon, on regardera au montage. Bref, en tout cas, dans l'idée, vous m'avez compris, la comédie romantique, c'est un truc très, on va dire, très calibré, etc. Mais malgré ça, l'auteur arrive à faire la différence avec son manga grâce à son scénario, qui est vraiment très maîtrisé. Il arrive encore une fois toujours à relancer l'ambiance, relancer la machine, relancer la hype, même au bout de 9 tomes, alors que l'idée du manga peut être très lassante au bout de 4 ou 5 tomes. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est un auteur qui dissimule beaucoup de détails dans son récit par rapport à sa conclusion. Ce qui est intéressant, c'est que ce tome, il va également monter d'un cran dans la bataille qui oppose les sœurs Nakano pour mettre le grappin sur Futaro, ce qui va provoquer des scènes forcément très amusantes, mais qui également va donner beaucoup d'intérêt encore une fois au lecteur par rapport à la série. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, en fait, l'auteur n'oublie pas de développer Futaro, et c'est un tome où vraiment Futaro va redevenir un peu le personnage central, le maître de son récit, le maître de son histoire, et le perso va avoir le droit en fait à du développement. Enfin, ça fait plaisir. Le haut en fait, ça faisait quelques tomes déjà qui stagnaient, je trouve. Et donc notre héros, bah, il reprend enfin une place centrale pour le récit, qui est vraiment très très bien. Allez, cette fois, je vais vous faire kiffer. En tout cas, moi, je vais me faire kiffer parce que je kiffe vraiment Chainsaw Man. Ça fait beaucoup de fois le mot kiffer. Faut que j'arrête avec les répétitions dans cette vidéo. Bref, Chainsaw Man, c'est vraiment du lourd. Et retenez bien ça, vous qui regardez cette vidéo, quand Chainsaw Man va sortir en animé, ça va être une dinguerie. Ça va exploser les records. Et en plus, je pense qu'en librairie, ça sera très difficile de les trouver ensuite, tellement le manga est énorme. Parce que pour faire simple et sans abuser, plus l'histoire de Chainsaw Man avance, plus l'histoire devient hors norme, et franchement ça dépasse les attentes du lecteur. Et ça franchement c'est un truc que j'adore, c'est que en fait quand tu regardes un film, une série ou peu importe, c'est souvent facile on va dire d'anticiper le scénario, la tournure des actions, etc. Mais quand t'as un manga qui te surprend, où en fait t'arrives même pas à anticiper l'histoire en fait et comment ça va évoluer, tu ne peux que kiffer l'œuvre en question, et ben là en fait on va dire que Chainsaw Man répond vraiment à cette charte, ou en tout cas plutôt rentre dans cette case. Et là typiquement après les événements du tome 7 dans Chainsaw Man, on va dire que je m'attendais à tout sauf à ça, parce que sans vous spoiler, l'histoire fait vraiment un virage à 180 degrés, et au final Tatsuki Fujimoto va nous présenter un dénouement totalement inattendu pour son arc. Et d'ailleurs je vais vous dire, pour un shonen, oui apparemment Chainsaw Man est un shonen, mais en tout cas c'est la première fois que je vois des héros de shonen autant dans la merde, vraiment impuissants, où là pour une fois t'as l'impression que c'est des fourmis qui font face à un humain qui va les écraser avec leurs chaussures, parce que dans ce tome il va arriver des trucs qui en tant que lecteur tu dis que finalement bah, pour nos héros il peut tout se passer en fait dans l'œuvre, et que finalement la force de certains démons dans Chainsaw Man est totalement démesurée. Je vais pas vous en dire plus, mis à part foncer découvrir ce nouveau tome. En plus, sans spoilers, on a le droit du grand Makima dans ce volume, ça fait plaisir. Si vous pensiez que les mangas traitant de zombies c'était des œuvres mortes et enterrées, et bah vous vous trompez. Bref, en tout cas dans l'idée, si vous pensez qu'en fait, on va dire que le genre du manga zombie était une œuvre là, qui était un peu passe à la trappe et tombée dans l'oubli, et bah franchement attendez de lire Bucket List of the Dead. Alors pour poser les bases et être honnête avec vous, franchement les mangas de zombies, j'en ai toujours eu vraiment rien à faire, mais alors là, totalement. La plupart du temps c'est des mangas, on va dire, qui mettent des filles en vedette pour que ce soit un peu très fan service. Il y a d'autres mangas de zombies qui traitent, on va dire, le sujet avec sérieux, mais souvent voilà, c'est un truc un peu détourné, un peu fan service. Mais là pour le coup c'est vraiment la première fois de ma vie qu'un manga qui traite de zombies, je le kiffe autant. Franchement, je pensais pas du tout à ce point-là. Et c'est vraiment littéralement un coup de cœur. Parce que pour le coup, je suis totalement sous le charme de la série, pour son ambiance, pour son héros qui est Akira, qui est tout simplement un héros qui n'en a absolument rien à foutre. C'est génial. Mais c'est également un manga coup de cœur pour moi, pour son propos très critique, on va dire, de la société, on va dire, japonaise, par rapport aux travailleurs japonais, par rapport à l'industrie, aux entreprises, etc. Et Bucket List of the Dead nous raconte l'histoire d'un jeune salaryman de 24 ans du nom de Akira, qui rêve depuis toujours de travailler dans une grande boîte de com, mais rapidement
rapidement son rêve va finalement s'avérer être un enfer total, un cauchemar, à partir du moment où elle va se retrouver tout simplement esclave de son entreprise et de sa vie professionnelle. Totalement en burn-out, Akira ne s'aperçoit même pas que sa vie est devenue un enfer. Mais le jour où le monde sombre dans l'apocalypse et que les zombies font leur apparition face à l'humanité, le personnage d'Akira va prendre en fait cette situation comme un cadeau du ciel, comme une délivrance. À partir de ce jour, il ne sera plus obligé d'aller travailler. Et croyez-moi, notre héros, il compte clairement se profiter de la nouvelle vie qui s'offre à lui, qui finalement va créer un total décalage entre ce qui va se passer dans l'histoire et l'attitude de notre héros. Encore une fois, voilà, Bucket List of the Dead, c'est très barré, c'est très fun et ça apporte une véritable critique, on va dire, de la société japonaise et d'ailleurs de l'abus de certaines entreprises, parce que bien souvent le Japon c'est un pays qui est quand même idéalisé, j'ai envie de dire, alors qu'il y a quand même des trucs un peu dark et pas très cool quand même au Japon. Et par exemple le système de certaines entreprises qui vraiment font des abus, ça en fait clairement partie. Alors certes, ce qui nous est montré dans ce volume est vraiment poussé, on va dire, à l'extrême, à la limite de la parodie, mais ce genre de pratique au Japon est quand même réel, c'est une réalité. Et souvent l'exemple le plus parlant, en tout cas l'exemple dont on entend le plus parler, c'est tout simplement dans l'animation, où les mecs apparemment vivent dans des conditions pareilles. Donc le manga Bucket List of the Dead dénonce vraiment tout ce travers de la société japonaise par rapport aux entreprises, par rapport aux abus, le fait d'être pleinement dans son travail, d'être exploité par son travail. Et c'est ça vraiment que j'ai bien aimé premièrement avec l'histoire, c'est que c'est une histoire qui prend la peine de nous raconter quelque chose, mais c'est également un manga qui va se taper de délire en fait du coup de prendre à contre-pied le genre du manga zombie. D'habitude t'as l'impression que c'est un survival où tout le monde en fait se plante, tout ça, tout le monde vit avec la peur au ventre pour essayer de survivre, mais là Akira n'en a rien à taper, c'est terrible. Et au final ça a beau être la fin du monde, Akira, donc notre héros, prend ça vraiment de façon très fun, très amusante. Le mec il a regagné sa liberté, plus jamais il aura besoin d'aller bosser. Le monde il part en vrille, mais notre héros il est plus heureux que jamais, voilà, il est content. Et ce décalage permet du coup de créer des situations absolument drôles, et franchement il y a des gags assez fun dans ce manga. Ça donne un côté également surréaliste à la lecture parfois. Ce qui est intéressant avec ce manga, c'est que finalement l'enfer c'est qu'une question de point de vue. Et ce qui peut être un enfer pour quelqu'un peut être le paradis pour un autre. Ce qui est cool également, c'est qu'en fait le manga il est supprimé par les dessins que je trouve absolument fabuleux. Les dessins sont efficaces, sont dynamiques, sont parfaitement lisibles. Les planches elles sont pas surchargées. Ce qui finalement est sympa parce que tu comprends tout ce qui se passe, tu comprends l'intrigue, les scènes d'action, etc. Le car design de Kotaro Takata est également très intéressant parce qu'il y a un style très arrondi, très épuré on va dire. Et finalement niveau dessin c'est maîtrisé, niveau propos c'est maîtrisé, niveau ambiance c'est maîtrisé et le héros est absolument cool. Bref, c'est une excellente surprise, un coup de cœur, je ne peux que vous le recommander, je m'attendais à rien de ça. Et au final j'ai très hâte de lire la suite. Bon, cette review elle dure un peu longtemps, du coup on va essayer de conclure rapidement. Donc l'avant-dernière review de cette vidéo sera tout simplement Eden Zero et son tome 14. Alors il y a beaucoup de choses à dire sur ce nouveau volume. Bon déjà malgré le fait qu'il y a quand même beaucoup de répliques dans le tome qui m'ont fait lever les yeux au ciel littéralement, je dois avouer j'ai quand même adoré ce nouveau volume. Il y a beaucoup de choses qui sont passées, c'est un tome très centré sur l'action. Alors un peu la Star Wars, ce qui est intéressant c'est qu'en fait ce tome en fait il est découpé au niveau de son intrigue sur deux fronts différents, donc une bataille sur la terre et une bataille dans le ciel. Ce qui fait qu'au final ce tome il est vraiment composé on va dire à 90% d'action, elle est largement facile. Ça fait plaisir, c'est un manga qui tourne pas autour du pot et au niveau d'action ça y va. C'est un tome qui a joué à un jeu dangereux tout simplement parce que c'est un tome qui introduit beaucoup d'ennemis, beaucoup de nouveaux personnages. Et souvent en fait quand une œuvre prend le risque d'introduire beaucoup de personnages tout en même temps, etc. Souvent le manga se casse un peu la figure parce que c'est souvent mal géré. Mais là franchement j'ai trouvé que c'était plutôt bien géré par Hiro Mashima. Les personnages qui nous sont montrés n'ont pas le droit à beaucoup de développement, il y en a un peu mais pas trop non plus. Enfin ça dépend pour lesquels. Mais je trouvais que globalement voilà c'était quand même une réussite. On sent clairement que Hiro Mashima était très inspirant à dire pour certains antagonistes et certains ont vraiment un chara-design qui leur va très bien, très stylé. Je sais par exemple, c'est le cas de Orc, voilà, j'ai pas retenu tous les noms, voilà, mais Orc a retenu mon attention, il y a Shura également. Ce qu'on ressent également à la lecture de ce tome 14, c'est que Hiro Mashima, il semble être décidé à pas trop faire traîner son récit en longueur, et puis aller droit au but, donc c'est pour ça qu'on a beaucoup d'action, mais ça avance très rapidement, on va dire. Et puis d'un côté, c'est tant mieux, parce que je pense que Eden Zero fera 30 ou 32 tomes grand maximum. Et en plus, au Japon, les ventes, ça marche pas tellement pour Eden Zero, c'est dommage. Malgré l'animé, il y a eu aucun boost. Et au final, que ce soit au niveau de l'action, ou alors au niveau des révélations par rapport au pouvoir de Rebecca, par rapport à la mécanique du pouvoir de Rebecca, etc., on sent quand même que Hiro Mashima fait avancer son récit. Un des points qui a également retenu mon attention, c'est que j'ai eu l'impression qu'il y avait beaucoup plus d'intensité dans les combats de ce tome de Eden Zero. Là où souvent, en fait, tu regardes les combats de Eden Zero, mais je trouve que ça manque d'impact, ça manque de puissance dans les coups, etc. Mais là, c'était totalement l'inverse. Et je trouve qu'il y a quand même une certaine intensité dans les affrontements, tant mieux. Est-ce que ça va durer? J'espère. En tout cas, c'est un tome que j'ai adoré, un tome très plaisant. Et comme toujours, j'ai hâte de lire le prochain tome. Et enfin, on conclut cette vidéo avec une nouveauté manga chez Kana Edition. Malheureusement, c'est une nouveauté que j'ai beaucoup moins appréciée que Bucket List of the Dead. Et il s'agit du premier tome de Chandra ou Chandras, je sais pas si on dit le S. Le manga, il nous raconte l'histoire de Himalaya,
une fille charmeuse de dragon et descendante d'un grand guerrier qui est considéré comme un des 7 héros du pays, groupe de héros connus pour avoir sauvé le monde des dragons par le passé. Mais alors que la jeune fille en est réduite à l'esclavage par des bandits, elle va faire la rencontre de Arjuna, un jeune homme mystérieux qui prétend être le 8e héros qu'on a fait disparaître. Et bien sûr, suite à leur rencontre, une quête de vengeance va se mettre en place. Donc comme évoqué plus tôt, j'ai pas été spécialement emballé par l'œuvre, que ce soit au niveau dessin ou scénario. Ça manquait vraiment encore une fois d'originalité. Je trouve que ça sentait le déjà lu en fait quand tu lis le manga. T'arrives pas à vibrer parce que t'as l'impression d'avoir déjà lu ça quelque part plusieurs fois et c'est très dérangeant comme sensation. Parce que le scénario de la quête de vengeance du mystérieux héros disparu qui revient pour se venger des autres, c'est du vu et du revu. Comme je le disais, côté dessin dans l'histoire, on est vers quelque chose de très basique, très terre à terre je trouve, en termes de car design que moi perso j'ai pas accroché, mais qui reste quand même efficace, faut quand même le noter, par rapport à certaines scènes d'action dans le volume. Mais bien que j'ai pas accroché à l'histoire, il y a quand même quelques points positifs, on va dire, par rapport à l'histoire, tout n'est pas non plus à jeter. Et le premier point, pour moi, c'est clairement au niveau des bestiaires, donc les dragons. J'adore quand une histoire nous parle de dragons, mais nous présente des dragons autrement et totalement différente de l'image qu'on se fait justement des dragons. Donc l'auteur leur apporte un chara design vraiment inédit à chaque fois, original, qui ne fait pas penser aux dragons, mais c'est tant mieux, je trouve que c'est plutôt bien vu. Là-dessus, ça me faisait penser vraiment à Drifting Dragons. Un des autres points très sympas dans l'œuvre, c'est tout simplement, on va dire, l'ambiance très orientale, très indienne limite en fait que tu as dans ce volume, que ce soit au niveau de l'ambiance, de la nourriture, des vêtements des personnages, etc. Et ça aussi c'était très intéressant parce que ça aide l'œuvre vraiment à avoir sa propre identité, sa propre ambiance. Enfin voilà, c'est vraiment dommage parce que ça sent encore une fois le vu, le revu, il n'y a rien qui surprend et il n'y a rien de vraiment inédit et le déroulé est plutôt attendu dans l'œuvre. Et encore une fois, moi j'aime bien quand une histoire va à l'encontre de ce que tu peux anticiper en tant que lecteur, et là c'est pas du tout le cas et c'est dommage. Par contre, si vous aimez les histoires courtes et classiques à la fois, mais qui restent quand même maîtrisées par rapport à leurs propos, je peux vous le recommander, sinon franchement passez votre chemin. Enfin bref, voilà, c'est tout pour cette nouvelle vidéo review. J'espère encore une fois que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.